je sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'essaye, et je pense que tu seras d'accord avec moi, d'utiliser le moins possible mon argent. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu ne mets pas dans l'immobilier. Alors après, si tu es obligé de faire de l'apport, etc., la question elle se pose pas. Mais si tu peux financer au maximum, si tu as de l'argent, pour moi c'est en bourse, enfin, c'est dans les placements financiers, dans ta boîte ce que tu veux, pas dans l'immobilier. Tu le vois dans l'investissement immo, les gens ils se lancent, ils veulent déjà vivre de l'immobilier. Ça marche pas comme ça, c'est pareil pour le côté financier, c'est pareil pour tout. Enfin, dans l'entrepreneuriat, tu es obligé quand même d'avoir un recul pour voir que ta boîte, le chiffre d'affaires, le bénéfice que tu fais, il est constant ou en progression en tout cas. Et je trouve que c'est important d'avoir ce recul-là parce qu'aujourd'hui, les gens veulent tout et tout de suite. Tu le vois dans l'investissement, les gens ils se lancent, ils veulent déjà bien sûr, vivre de l'immobilier. Salut Mathieu, Salut Christophe. j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, on va parler investissement, mais plus investissement autre que immobilier, puisqu'on a l'habitude de parler sur cette chaîne d'IMO. Mais aujourd'hui, puisqu'on a l'honneur et la chance de t'avoir comme invité, on va profiter pour parler un petit peu d'investissement dans sa globalité. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, avant de te présenter, tu pourrais nous dire un petit peu ce qui te caractérise et quelles sont tes passions ? Au niveau de manière générale ou au niveau de l'investissement Ouais, de manière générale et même au niveau de l'investissement. Ok. À la base, il y a des choses assez liées, c'est-à-dire que c'est une passion en fait de l'investissement, donc on peut dire que c'est une caractéristique. Ça me caractérise dans le sens où j'aime investir, j'aime apprendre à faire fructifier les placements, etc. À titre personnel, avant même du coup de me définir, on va dire que je suis de nature curieuse, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre. Quel que soit le sujet, enfin, tout m'intéresse. C'est-à-dire que là, on se retrouve, on est dans le studio de podcast, donc mon studio de podcast avec Célia et Céline, WeProd Studio, Montparnasse. au 23e étage de la tour Montparnasse. Et à la base, l'audiovisuel, par exemple, c'est pas un domaine que... Enfin, j'ai pas fait des études d'audiovisuel, j'ai pas suivi d'études, rien quoi. Mais comme ça me passionne, j'essaye d'apprendre plein de choses. Donc, qu'est-ce qui me caractérise ? En gros, c'est curiosité, volonté d'apprendre, pédagogie aussi, essayer d'expliquer quand j'apprends quelque chose aux autres qui ont envie aussi d'apprendre. Et après, par la suite, au niveau des investissements, de manière générale, on en parlait, hein, bourse, IMO aussi, crypto, crowdfunding, etc. etc. Et quelles sont tes passions aujourd'hui dans la vie ? Mes passions, alors j'ai une passion, c'est la lecture. J'adore lire, c'est-à-dire, alors j'ai du mal en ce moment parce que avec tous les projets entrepreneuriaux, c'est dur, mais j'essaye de m'imposer quand même des temps de lecture au moins avant de me coucher. En plus, c'est un super somnifère. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal à dormir, lecture. La lecture, ouais. Donc ça, c'est une de mes passions, la lecture, qui m'a été en fait transmise par ma maman quand j'étais petit. Ouais, c'est vraiment, D'accord. j'adore lire et au moment où je lisais beaucoup, il m'arrivait de lire 5-6 livres par semaine. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Passion sport, donc lecture, sport. C'est quoi le sport que tu fais ? Je vais à la salle de sport. Ok. Salle de sport. Après, quand j'étais plus petit, mon sport vraiment favori, c'est la gymnastique. Je faisais de la gymnastique. Et ensuite, en passion, entrepreneuriat, enfin, je travaille énormément et je le vois pas comme du travail dans le sens où comme une corvée. Tu sais, souvent, le travail, il y a une connotation négative dans le mot travail. Souvent, c'est une corvée, c'est l'esclavage moderne, etc. Non, c'est vraiment, j'aime travailler et ouais, je peux dire que c'est une passion, quoi, l'entrepreneuriat, du coup. Ouais, on le voit beaucoup. Enfin, moi, je sais que quand j'étais salarié, c'est pareil, j'avais la même chose. Je voyais des gens qui venaient, enfin, même en étant salarié, tu vois, j'ai jamais été au boulot à contre-cœur. Ouais. J'ai toujours kiffé ce que je faisais, que ce soit la banque ou même les petits métiers. Je trouvais toujours un plaisir, tu vois, dans l'échange avec les gens, dans le métier de tous les jours. Et c'est vrai que tu as des gens qui subissent. Tu les vois arriver le lundi matin, tu leur dis comment ça va, comme un lundi ou un truc comme ça. Reste chez toi. Enfin, tu vois, et quand tu es entrepreneur, c'est vrai que des fois, c'est ce que je dis à ma femme, elle me dit tu vas t'arrêter quand? Mais moi, je kiffe. Enfin, tu passes des heures, mais tu as l'impression plus d'être à la cour de récréation que d'être au travail. Donc, c'est cool. Et je vois comment tu pousses aussi, toi, sur ta chaîne, les sujets. Enfin, il n'y a que quelqu'un de passionné qui peut faire ça. Je te rejoins totalement avec le fait d'aimer ce qu'on fait. C'est on côtoie tous. Attention, il n'y a pas de jugement de valeur où on est Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. On peut être entrepreneur, salarié. Il y a pas de la même manière, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-activité entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, et c'est récurrent en tout cas chez les personnes, chez certains qui sont dans le salariat, de se dire
je me languis le week-end, je me languis les prochaines vacances, oh non, pas le lundi. Et même des fois, c'est drôle, tu as des personnes qui rentrent de vacances, et elles rentrent à peine de vacances, donc souvent ça tombe par exemple le week-end, et elles préparent déjà les prochaines vacances. Et le seul sujet de conversation, c'est les vacances. Je me dis, bon, peut-être que tu prends pas plaisir dans tu fais. Voilà, dans l'activité que tu réalises, quoi. Donc peut-être faut se poser des questions et c'est jamais trop tard. Et puis on évolue dans la vie, donc il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu feras pas plus tard, quoi. Ouais. Bah, justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quelles sont toutes tes activités? Parce que tu nous as dit que tu avais plusieurs entreprises, en tout cas, tu entreprenais beaucoup en ce moment. Donc, c'est quoi tes activités? Par quoi tu as commencé? Et qu'est-ce qui a fait qu'après, tu es parti sur plusieurs, tu t'es diversifié? Ouais. Alors, à la base, comme ça, je présente un petit peu aussi mes études, tout ça. Moi, concrètement, j'ai jamais eu d'éducation financière, donc j'aime pas trop utiliser ce terme, mais je suis issu de la classe moyenne basse, si tu veux, parce que j'ai été élevé par une mère seule. Donc, mon père m'a mis à la porte quand j'avais 11 ans, et donc 3 garçons en âge adolescent. Donc, ma mère s'est retrouvée à nous éduquer tous les 3 seuls, et pas d'éducation financière de la part de ma mère. Elle enchaînait 3 boulots pour pouvoir nous élever et nous donner à manger. Et c'est vrai que c'était une situation assez délicate. Donc ma mère s'en est beaucoup... Ça a été difficile pour elle dans le sens où elle disait « mais je vous ai jamais emmené en vacances, etc. » Je disais bah, « c'est pas grave, au moins on avait à manger et on passait du temps ensemble. » Par contre, comme je voyais cette situation quand même qui était complexe, je me suis toujours dit je vais essayer de trouver une solution pour ne pas me retrouver dans cette situation. Et moi j'ai fait... Donc ma mère me poussait beaucoup à faire des études. Elle me disait, il faut que tu fasses des études, etc. Et il y a beaucoup de personnes, non, les études ne servent à rien. Non, les études, c'est important. Ça ne fait pas tout. Ça reste quand même un bout de papier. Mais c'est important, ne serait-ce pour avoir un cadre, une manière de réfléchir. Donc moi, j'ai fait des études de droit. Donc j'ai fait une licence de droit. Et c'est vrai qu'en faisant des études de droit, c'est un raisonnement logique. On appelle ça le syllogisme. C'est carré. Tu essayes d'analyser, etc. Ouais. Et après, j'ai fait ma 3e année de licence, ma dernière année de licence en Espagne, à Madrid. Et j'ai eu une matière de droit, ça s'appelait Derecho Mercantil, c'est du droit en fait des affaires. D'accord. Et à ce moment-là, on avait une étude, un cours sur la bourse, la finance, l'investissement, mais d'un point de vue juridique. C'est la structuration, ça peut être l'AMF, etc. Ouais. Et là, je me dis, wow, c'est quelque chose qui vraiment me passionne, c'est super intéressant, et je veux le creuser, mais d'un point de vue financier. Et à ce moment-là, je suis rentré en France, j'ai fait un master droit des affaires, et après, je me suis redirigé en master gestion de patrimoine, et j'ai fait un DESU, diplôme d'études supérieures universitaires, de gestion d'actifs et de fortune. Et après, j'ai passé l'AMF, donc la certification de l'autorité des marchés financiers. Et donc très rapidement, en fait, comme j'ai commencé à m'informer sur ce sujet et que je te disais, j'aime creuser en fait tous les sujets quand ça m'intéresse de A à Z, comprendre vraiment les tenants et les aboutissants et de pas survoler, vraiment être en surface parce que il y a tellement de choses à savoir. Enfin, quand tu survoles, ça fait la courbe de Dunning-Kruger. Tu tombes dans t'as l'impression de tout savoir, alors en fait, t'as rien vu. Tu connais rien. Voilà. Et donc j'ai creusé le sujet. J'ai toujours pas la prétention de tout savoir, évidemment. Il y a tellement de choses, c'est passionnant. Et j'ai lancé la chaîne YouTube en finissant mes études, Librairie Riche en 2018, qui avait pour vocation de démocratiser tous les sujets d'éducation économique et financière que j'avais pu apprendre. Et c'est là que j'ai lancé la chaîne YouTube, qui avait au début une vocation purement pédagogique. En parallèle, par la suite, j'ai commencé à développer l'organisme de formation. Donc là, on fait des formations finance, bourse, crypto-monnaie, création d'entreprise. Le cabinet de gestion de patrimoine, donc ça fait 3 activités. Aujourd'hui, on a cette activité-là, WeProd Studio. Donc c'est un studio de podcast clé en main pour créateurs de contenu, formateurs, entreprises, ainsi de suite. Et avec Céline, ma compagne, on a aussi une agence de communication. D'accord, ok. Donc ça fait quelques des journées bien chargées. Des semaines et des mois bien chargés. Ouais. Et du coup, tu as des salariés qui travaillent avec toi ou tu prends plutôt des prestataires? Enfin, comment tu t'organises par rapport à toutes ces structures? Parce qu'une structure, ça demande du temps, mais quand on a 4 ou 5, du coup, au niveau de la gestion, comment tu fais? Comment t'articules tes journées? Alors déjà, c'est de structurer la journée dans le sens de dire, là, je vais bosser sur telle tâche, par ordre de priorité, par ordre d'importance. Après, d'être bien entouré avec les bonnes personnes qui sont aussi en mesure... Parce que moi, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire que, je pense que tu seras d'accord avec moi, si par exemple, tu es 3, 4, 5 associés et que tout le monde sait faire la même chose... il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est-à-dire que tout le monde va se marcher dessus.
Je veux dire, si c'est que des commerciaux, c'est bien, mais tu feras pas tourner la boîte. Maintenant, si tu as un mec qui est bon dans le développement web, quelqu'un qui est bon dans le commercial et quelqu'un qui est bon dans la structuration ou le financier, etc., c'est génial parce que du coup, chacun va apporter sa valeur et qui plus est complémentaire pour faire tourner la boîte. Donc déjà, dans un premier temps, c'est être bien entouré pour avoir des compétences complémentaires et pour pouvoir assurer, en fait, pérenniser l'activité, on va dire. Et après, déléguer aussi, donc soit avec des alternants, soit avec des salariés, soit avec des stagiaires. J'ai fait l'erreur une fois, je ne ferai plus. Et donc, voilà, d'être entouré avec les équipes. Et pour répondre à ta question, donc oui, c'est des personnes souvent en alternance, bien que ça demande quand même beaucoup de temps et en réalité on pense, erreur de tout entrepreneur débutant, c'est de penser qu'en fait ça revient moins cher alors qu'en réalité ça revient beaucoup plus cher, tant en termes financiers parce qu'au final c'est quand même un coût, puis même le temps. Et surtout en termes de temps, parce que tu passes tellement de temps à devoir former. Après, ça va dépendre. Tu as des profils qui vont être plus ou moins matures et plus ou moins autonomes. Ouais. Mais ça demande quand même beaucoup de temps. Et au final, quand tu fais le calcul, comme ils sont aussi à l'école, tu es sur le 3/4 du temps. Au final, c'est kiff-kiff avec un salarié. Donc, première erreur. Deuxième erreur, en tout cas, ça a été la première erreur avant l'alternance. Bien qu'attention, je généralise pas, il y a des alternants qui sont géniaux et on en a, donc c'est big up à eux, comme diraient certains, parce qu'ils sont géniaux. Et les stagiaires, où là, c'est une très mauvaise expérience. En fait, c'est pas suffisamment mature, pas suffisamment autonome, et tu perds du temps, quoi. Ouais. Et par rapport à tes associés, je sais que voilà, sur d'autres structures où je suis associé aussi, il y a toujours un petit peu le sujet délicat de qui fait quoi et le temps que tu passes. Voilà, ça c'est toujours... Comment tu gères ça aujourd'hui? C'est toujours très difficile parce que déjà, il n'y a aucun lien entre le temps et la productivité. Ouais. Dans le sens où tu peux passer, on va dire, toi, tu es spécialisé dans l'immobilier. Moi, je suis moins spécialisé dans l'immobilier. Je vais plus avoir un profil financier. Toi, monter un dossier de financement de crédit, tu vas peut-être prendre 2 heures, je dis n'importe quoi. Moi, je vais y passer peut-être 8 heures. Ouais, bien sûr. Pour autant, j'ai passé 8 heures, ça ne veut pas dire que j'ai plus travaillé que toi. Enfin, j'ai plus travaillé que toi, mais en tout cas, j'ai été beaucoup moins efficace. Donc, je suis moins productif. Donc déjà, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps que tu vas passer et l'efficacité de ton travail, de base. Ouais. Puisque si moi, je mets 2 heures à faire quelque chose que toi, tu mets 10 heures, au final, j'ai été meilleur que toi. Parce que moi, je vais pouvoir faire 5 fois plus de choses que toi avec la même productivité. Donc mais ça, c'est pas facile à comprendre. Non. Et c'est toujours très difficile. Mais de toute façon, les relations humaines sont extrêmement complexes. Et le maître mot, c'est de la transparence, la communication et de pouvoir échanger dès qu'il y a un point bloquant et de pas laisser pisser parce que ça, c'est bon pour tout exploser, quoi. Ouais, c'est clair. Mais à partir du moment où on est 2 personnes différentes, donc on est tous des individus différents, comme tu sais, c'est difficile. Chacun va voir un petit peu va avoir sa façon de voir les choses et va avoir du mal à se mettre du point de vue de la personne d'en face. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile au niveau des associations à gérer. Mais après, bon, c'est quelque chose qui se fait aussi. Si tu as développé autant de structures, c'est que tu as réussi à le faire. En tout cas, que ça fonctionne pour l'instant. Est-ce que tu as envie encore de développer ou tu veux te vraiment recentrer sur certaines activités? Moi, j'ai envie de développer, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme je te dis, ça me fait kiffer, quoi. J'adore, et quel que soit le domaine, c'est-à-dire je ne veux pas forcément me focaliser sur un domaine d'activité. Juste pour revenir, c'est effectivement, il y a un biais, c'est le biais de disponibilité, où tu vois ce que tu fais, mais tu ne vois pas ce que les autres font. Ouais. Et donc, si tu communiques pas à minima pour dire j'ai fait ça, la personne va penser que tu n'as rien fait. Alors qu'en réalité, tu as fait plein de choses. Donc ça, c'est sûr que c'est terrible, en tout cas. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile à le comprendre quand tu es avec des profils entrepreneuriaux, des personnes qui ont déjà de l'expérience. Quand tu es avec des personnes qui démarrent, qui débutent, elles se disent c'est moi qui fais tout, en fait c'est pas normal, etc. Non, tu vas le comprendre dans quelques années qu'en fait on fait tous pareil, simplement que tu le vois pas. Et en plus, il y a un biais de disponibilité, tu vois que ce que tu fais. C'est comme le biais de confirmation, tu n'entends que, ou tu regardes que les gens avec lesquels, que ce que les gens te disent, les choses avec lesquelles tu es d'accord. Ouais. Donc tu viens confirmer déjà tes croyances. Là, c'est pareil, tu viens confirmer ce qui est disponible pour toi, c'est-à-dire ce que tu as fait parce que les autres ont fait. Et après, développer ou recentrer, moi j'ai vraiment envie de développer. Alors, ça reste quand même malgré tout des choses qui vont être complémentaires. Il y a la chaîne YouTube, j'ai été forcé
à m'intéresser à l'audiovisuel, Ouais. malgré tout. Parce que pour s'enregistrer, il fallait Ouais, comprendre c'est comment clair. fonctionne le son, l'image, régler une caméra, etc. Mais c'est vrai que j'ai un profil financier. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pas forcément vocation à faire que de la finance toute ma vie. Et là, j'ai l'agence de communication avec Céline. On fait pas de finance, hein, Ouais, bien sûr, bien sûr. et pourtant, ça me passionne. Et si on doit faire d'autres choses, on fera d'autres choses, quoi. Donc non, non, si on peut développer plein de projets, on développera plein de Tu projets. développeras. Ouais. Et je voudrais revenir sur ce que tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de l'école, que c'était important. Oui. Alors là-dessus, moi, j'ai pas la même vision que Ok. toi. Je trouve que aujourd'hui, l'école, tu vois, je le vois encore avec mes enfants, on t'apprend des choses pour moi qui, enfin, mettre des X, tu vois, 4X plus 8X, ça, Mm. enfin, moi, ça m'a jamais servi à rien. En tout cas, j'ai pas l'impression, j'ai pas cette sensation-là. Pareil, la musique, c'est pas quelque chose qui me passionne, donc faire de la flûte, j'en ai rien à faire. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'on met pas l'accent là où il devrait être Mhm. et qu'on n'insiste pas. On parlait d'éducation financière, c'est quelque chose qui est important, je pense, Mhm. même s'il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, orienter plus les enfants vers ce qu'ils ont envie et pas vers des choses théoriques. Là où je te rejoins, c'est que l'école, je trouve, c'est important pour le réseau et pour la façon d'être câblé mentalement. Parce que c'est vrai que tu as des gens, tu vois, souvent des gens qui font des études, ils Mhm. percutent, enfin, des études un peu supérieures, ils percutent très vite. Donc, quand tu parles avec eux, tu vois que ça va vite et d'autres gens un petit peu moins. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu penses vraiment que c'est aujourd'hui qu'il faut absolument faire des études pour réussir? Alors attention, je me suis mal exprimé. Je dis pas que l'école est indispensable dans le sens où ça fera tout. Je dis pas que l'école est parfaite. Elle Ouais, est loin, 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 loin d'être parfaite. Et je suis le premier à la critiquer. Dans le sens où il suffit de regarder, hein, tu as plein de matières qui ne sont pas évoquées, et ne serait-ce que l'éducation financière dont tu parlais précédemment, qui est pourtant extrêmement important, et je suis le premier à le dire, c'est-à-dire que j'ai rien contre la musique, j'ai rien contre l'art ouais, plastique, j'ai rien contre le sport, j'en fais aussi, mais ça occupe une place trop importante par rapport à d'autres sujets qui le sont tout autant, si ce n'est plus. Par exemple, effectivement, l'argent, malgré tout, c'est tabou en France, il ne faut pas en parler. hmm, C'est comme le sexe et la politique, on n'en parle pas. Pourtant, s'il y a bien un sujet qui nous concerne au quotidien, ça reste l'argent. Je vais acheter ma baguette de pain, je vais faire mes courses, je vais faire ma comptabilité à minima pour savoir combien je gagne, combien je dépense, est-ce que je peux épargner. Je vais voir le banquier pour faire un crédit, acheter ma résidence principale, je vais parler d'argent. hmm. Donc, c'est important de comprendre la gestion de son épargne, la gestion de son budget, l'investissement, etc. Ne serait-ce que pour pas se retrouver avec des situations où tu finis à la retraite et tu n'as pas d'argent de côté. Donc c'est extrêmement important. Il y a plein de matières qui servent à rien ou qui occupent une place trop importante. Moi, ce que je disais, c'est surtout, on va dire plutôt les études supérieures, où là, tu commences à peut-être te spécialiser, avoir un certain raisonnement, une certaine manière de penser et une certaine intelligence, parce qu'il y a plusieurs Ouais, intelligences, hein, il n'y a pas qu'une intelligence. ah, bien sûr. Mais par contre, ça fera pas tout. C'est-à-dire que si derrière, et moi je l'ai vu, hein, dans les amphis, t'as des mecs qui viennent et ils regardent des films ou les Marseillais en cours. Je dis, mec, qu'est-ce que tu fous en cours, quoi? Reste chez Ouais, toi. c'est clair. Et moi, plein de fois, j'ai préféré rester chez moi. Ça m'empêche pas de valider, parce que de toute façon, le mec, si c'est pour me lire un polycopier Ouais, en amphi, ça sert à rien. Par contre, c'est juste pour sa manière de penser, sa manière de raisonner. Mais évidemment, si tu viens à l'école, t'apprends, tu bachotes comme un Mongolien, tu fais tes examens, t'as validé, ça sert à rien. ouais, pas C'est d'intérêt. sûr que ça sert à rien. Parce que tu n'as pas développé ton intelligence, donc c'est derrière, il faut aussi un travail en autodidacte. Et moi, je reste convaincu qu'il y a un gros, 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 gros travail en autodidacte qui doit être réalisé. Que ce soit par la lecture, par la visualisation de vidéos, que ce soit par la culture générale, sa volonté Ouais, d'apprendre, tout simplement. Mais évidemment que les études, ça représente peut-être, je sais pas, mais peut-être un quart de ce que tu dois faire en réalité. Et le pire, c'est les gens qui finissent l'école, qui sortent, ça y est, c'est terminé, j'apprends plus rien. C'est ouais, qu'ils cherchent plus à apprendre. ça s'arrête là. C'est quand même dommage, quoi. En fait, ils ont été gavés, ils en peuvent plus, je pense, de l'apprentissage et ils sont dégoûtés, quoi. Mais c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à savoir, Ouais, et puis tu en apprends tous les jours. Alors, elles arrêtent pas d'apprendre parce que tu as l'expérience de la vie, tu apprends plein de choses, mais qui ont plus cette démarche proactive de ouais, chercher à s'informer, à se former et à apprendre sur quel que soit le sujet, quoi. ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la finance et que tu t'es lancé, même toi, à titre perso, sur cette thématique-là?
Bah, à la base, moi, j'étais en droit. Donc, moi, je savais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, arrivé au lycée, quand j'ai passé le bac, tout le monde savait, ah, mais moi, je veux faire médecine, moi, je veux faire du droit, je veux être avocat. Euh, voilà. Chacun savait plus ou moins ce qu'il voulait faire. Moi, je sais pas ce que je vais faire, hein. Donc, je passe le bac, j'ai validé le bac, j'ai fait un bac ES. Et après, je lui dis, bon, je vais aller à la fac de droit. Parce que je savais que généralement, les deux gros choix, c'était médecine ou droit. Ouais. Et je voulais pas forcément être médecin. Donc, j'avais pas fait d'études de façon scientifique, mais j'adore la science, hein, c'est super intéressant. Donc, je suis parti en droit. Et après, je me suis dit, alors, tu as toujours le stéréotype, c'est tu fais du droit, tu veux être avocat. Ou tu fais du droit, tu vas être juge. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, On a cette vision restrictive c'est un ça. peu, alors que c'est pas du tout le cas. Exact. Donc, mais je me posais des questions, je disais, est-ce que je vais être juge, avocat, notaire? Bon, notaire, généralement, il faut avoir papa, maman derrière pour rentrer, sinon tu es Ouais. clerc de notaire et puis tu galères le reste de tes jours. Alors maintenant, c'est un peu moins vrai, je crois Un peu qu'ils ont. moins, ouais, Ouais. mais il y a toujours quand même un petit peu cette facilité d'accès quand il y a papa, maman, quoi. Hmm. Donc je savais toujours pas quoi faire. Et après, par contre, en me posant des questions, je me dis, bon, déjà, il y a une chose de sûre que je ne veux pas, c'est avoir un patron. Ok. Voilà. Je veux pas, T'as jamais été salarié? non, je D'accord. veux pas, hors de question. Ouais, j'ai fait un stage 4 mois à la banque, une grande banque rouge Ouais. et noire, je dirais pas le nom. Ok. Ils m'ont gavé, je me suis cassé au bout de 4 mois. Et sinon, non, j'ai jamais été. J'ai fait des jobs étudiants, je travaillais chez Domino's Pizza, j'ai même fait éboueur, mais Ouais. c'était pas comme si. Ouais, tu J'avais- travaillais Voilà. vraiment salarié, C'était CDI. juste parce qu'il fallait que je me fasse de l'argent, notamment que je finance mon départ en Espagne, parce que il faut bien avoir de l'argent. Ouais. Mais non, j'ai jamais été salarié, sinon. Et du coup, voilà, je me disais, il faut que je crée mon entreprise. Et je me suis dit, en droit, bon, tu as plein d'avocats qui sont aussi bien payés que des professeurs. Puis ça me plaisait pas plus que ça, j'avais pas forcément envie de passer le barreau. Et c'est là, justement, en Espagne, où j'ai eu ce déclic avec ah ouais, la finance, l'investissement Ouais, ça t'a plu. et l'entrepreneuriat. Je me dis, bon, je rentre, je crée mon projet. Et j'ai eu même un moment, je me suis dit, est-ce que je vais pas arrêter mes études? Tu as toujours ce dilemme de je continue les études ou j'arrête et je Et je me me lance. lance. Ouais. Et comme j'avais déjà commencé à me lancer et que je commençais déjà à avoir des revenus, et en fait, j'étais à ma dernière année de Master 2, où je faisais en plus plusieurs diplômes. Je passais le Master de gestion de patrimoine et le diplôme d'études supérieures universitaires de gestion d'actifs et de fortune. Et je me faisais chier au possible. Mais vraiment, Ouais. je suis désolé, hein, je me faisais chier au possible. Et pour te dire, je me faisais tellement chier et je pense que même le niveau, attention sans prétention aucune, j'ai fini du coup major au Master 2 de gestion de patrimoine. Et en fait, je me disais, mais je m'emmerde, quoi. Donc je parlais à personne, je lisais, je faisais mes études, je rentrais Ouais. chez moi et j'avais même la volonté de retourner en Espagne après. D'accord. Et j'ai rencontré Céline, je suis resté en France. Ok. Et du coup, je me dis, bon, et à ce moment-là, je me dis, j'arrête, quoi. Ça commence à me saouler, j'arrête. Et après, ma mère m'a dit, non, mais Mathieu, il te reste quelques mois, fini, quoi. Ouais. J'ai dit, bon, ben, je vais finir. Parce qu'effectivement, après, je me suis dit, je veux lancer mon cabinet de gestion de patrimoine. C'est quand même peut-être plus pertinent et crédible de dire, ben, j'ai suivi des études de gestion de master de gestion de patrimoine, j'ai le diplôme, l'AMF, etc. Et tu penses que ça t'a aidé après pour lancer ta boîte, le fait d'avoir le diplôme? Le diplôme, ça m'a pas aidé à lancer ma boîte puisqu'elle existait déjà. Donc, D'accord, ok. non. C'est une reprise que t'as fait? Non, j'ai créé de zéro. Ah, t'as créé de zéro. J'adore créer des boîtes de zéro, les projets. D'accord. Enfin, moi, j'aime bien Parce que tu nous dis qu'elle existait déjà. J'avais dans le sens où j'étais en études et elle existait parce que je Ah, l'avais d'accord. créée Tu l'avais pendant créé mes pendant études. les études. Ouais. Ok. Je finissais mes D'accord. études et en fait, tout le monde se posait la question de se dire mais qu'est-ce que je vais faire après mes études? Il faut que j'envoie des CV. Et moi, je disais mais je m'en fous parce que déjà j'ai ta boîte. déjà mon entreprise et je gagnais déjà de l'argent avec, donc je m'en foutais de. Enfin, je sortais vraiment, j'étais serein, quoi. D'accord. Même si t'es jamais serein dans l'entrepreneuriat parce que c'est comme ça, hein, donc Ouais, c'est j'ai ce eu que des moments où. Il y a 2 jours, j'ai mis une story là-dessus. En fait, c'est jamais linéaire. Ouais. Les gens pensent que tu vas entreprendre, c'est un petit peu comme si tu étais salarié, c'est mieux parce que tu gagnes plus d'argent Ouais, bah non. et tu fais ce que tu veux. Mais en réalité, déjà d'une, tu fais pas toujours ce que tu veux. Certes, tu as la liberté, tu as cette liberté-là. Tu aménages ton temps comme Mm. tu le souhaites et encore, tu as des clients. Enfin, si tu fais une société, tu dois répondre, tu réponds plus à un patron. Ouais. Mais si tu proposes des services ou des produits, tu as des clients en face, donc il faut leur apporter quelque chose. Exactement. Et puis dans une journée, c'est toujours. Enfin voilà, c'est jamais stable, moi, ce que je Totalement. dis, tu vois. Et là, c'est pareil, hier, on a fait une vidéo avec ma femme sur l'entrepreneuriat, justement. Et elle disait que j'étais difficile, que j'ai un caractère difficile. Mais c'est vrai, mais dans une journée, quand tu vois
par toutes les phases auxquelles tu passes, bah, c'est clair que malheureusement, les gens qui sont proches de toi, souvent, ils subissent un petit peu. C'est difficile d'avoir je sais pas comment on dit, une pièce, un sas de décompression, un truc. Ouais, décorréler la vie privée de Ouais. la vie professionnelle. Donc, tu passes par des émotions qui sont différentes Mm. dans la journée. C'est vrai que, bah, voilà, en fonction de l'heure à laquelle tu rentres, du moment à laquelle tu rentres, bah, t'as des périodes qui sont plus ou moins faciles à gérer. Donc ça, c'est comment tu l'appréhendes, toi? Bah, être bien entouré, et ça c'est jamais très facile, surtout dans notre société où, alors de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui se pensent entrepreneurs parce qu'ils ont lancé leur auto-entreprise. En fait, ils n'ont rien vu des réalités de l'entreprise. Euh, Bah, d'être bien entouré et la première chose en fait c'est la personne avec laquelle tu vas vivre le plus Mm. souvent, donc c'est ta compagne, ton compagnon. Ouais. Et moi j'ai de la chance sur ça d'être avec une chérie formidable et qui en plus travaille avec moi, donc on vit 24 heures sur 24 ensemble, on travaille ensemble, on respire ensemble, on fait tout ensemble. Ouais. Et donc sur ça, et j'aurais jamais cru, parce que moi quand je me suis lancé j'étais tout seul, donc tu es souvent isolé quand tu es tout seul. C'est parce que bon, moi j'ai pas vraiment d'entrepreneur dans ma famille, et donc ben, t'as des merdes, c'est des merdes quoi. Ouais. Et en plus je suis très dur avec les gens et très dur avec moi-même, donc ça aide pas à travailler. Ouais, c'est un point commun, ça. Voilà. Et par contre j'ai une chérie qui vit la même chose que moi, donc sur ça on se comprend totalement, et heureusement. Ouais, sinon, c'est Heureusement. très difficile. Ouais. Moi, je dis c'est un pilier, hein, heureusement, parce que tu as toujours des remises en question, des doutes, et donc sans elle, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Ouais, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un au quotidien qui te soutient dans ce que tu fais et qui est Mm. là aussi pour t'épauler parce que sinon, c'est pas possible. Et Alors, qui comprend aussi. ouais, malheureusement, c'est souvent la personne avec qui tu es, ton sas de Ouais, décompression, mais tu as besoin de cette personne-là parce que sinon, bah, c'est comme si tu étais unijambiste et que Mm. voilà, tu boites, quoi. Il y a C'est un ça. problème. Ouais. Donc, ouais, c'est important. Euh, L'investissement, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. On passe par des phases difficiles. Mm. Du coup, ouais, quand tu veux te lancer, il faut savoir ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont envie, ils ont la lubie, comme d'investir. Moi, je le vois, j'ai la chance de former pas mal de monde et d'accompagner pas mal de monde sur l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, je le vois, les gens, ils ont l'envie, mais une fois que ça commence, au final, ils n'ont Mm. pas vraiment cette détermination, ce pouvoir. Et c'est là où le sport, c'est important aussi, parce que ça te met quand même dans un mindset, une Ouais, mentalité totalement. de force. Et je pense l'investissement, l'entrepreneuriat, le sport, c'est un peu pareil. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, démarrer, c'est super facile. Ah, super facile, non. Ouais, Mais se lancer, quoi. voilà, se lancer, tu vois, la dernière fois on avait une discussion, c'est est-ce que le fait d'avoir une idée, ça se valorise? Je dis, bah, tu peux avoir une idée d'entreprise, d'accord, mais si tu n'es pas capable de mettre en application ton idée, pour moi, ton idée, je suis désolé, elle vaut rien, quoi. Donc non, ton idée, elle est intéressante, mais si tu sais pas la mettre en pratique, elle sert à rien, ton idée. Mm. Il vaut mieux avoir des idées moins bonnes et savoir les mettre en application et générer de la valeur, plutôt que d'avoir des idées et jamais se lancer. Donc se lancer, a priori, c'est simple. C'est après, dans la durée, mettre en place des process, structurer ton entreprise et la faire tourner, ça c'est différent. Et la plupart des gens, ouais, c'est comme les nouvelles résolutions. Ouais, Voilà, la rentrée de septembre, je vais faire ça, je vais faire le régime, ouais. je vais Ou prendre, la bonne année. voilà, ou la bonne année, etc. Et puis au final, il n'y a plus personne un mois après, quoi. Donc sur ça, je suis totalement d'accord. Et par rapport au sport, mais j'ai rien à rajouter, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le sport, déjà, si vraiment tu es sportif, que tu vas régulièrement faire ton sport, quel que soit le sport, ça peut être de la danse, de la natation, de la Ouais. musculation, la gymnastique, quel que soit le sport, ou même ça peut être un sport intellectuel, des échecs ou autre, même si j'aime bien coupler les deux, c'est-à-dire faire à la fois de l'intellectuel et du physique, ouais. parce que c'est toujours bien d'avoir une tête bien faite et un corps également bien fait. Mais le fait d'être régulier, s'imposer une discipline, bah, tu sais que tu vas avoir des process, parce que tu vas faire, je dis n'importe quoi, moi je vais à la salle de sport, donc je vais faire tant de séries, tel exercice, tant de répétitions, tant de repos, à telle fréquence,
tous les X jours. Donc, c'est des process. D'être structuré de cette manière, tu vas avoir la même structure par la suite dans ton entreprise. Et d'ailleurs, tu le vois, les gens qui font, attention, pas tous, hein, mais qui ont du mal à faire du sport ou à être réguliers, à avoir une certaine discipline, ça va être brouillon. Pas tout le temps, je généralise pas, mais ça peut en tout cas être brouillon et un reflet de la personnalité dans l'entreprise ou dans ton activité professionnelle si tu es salarié. Hein. Alors quelqu'un de carré, généralement, il le sera également dans sa manière de travailler, quoi. Ouais, comme tu disais, c'est une discipline. Donc, c'est vrai que bien souvent, on retrouve la même discipline. Enfin, si tu arrives à avoir cette discipline dans l'entrepreneuriat, tu l'as aussi dans l'investissement, dans le sport, dans tout. Donc, effectivement, faut pas faire de généralité, mais bien souvent, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve. Exact. Combien de temps tu penses qu'il faut pour voir qu'une société fonctionne? Disons que ça va dépendre en fait. Moi, la réponse, un des facteurs pour comprendre si une entreprise elle va mettre du temps ou pas à fonctionner, c'est ce qu'on appelle l'intensité capitalistique. C'est-à-dire que si l'entreprise demande beaucoup, je te donne un exemple. Si tu es EDF et que ton activité, alors EDF a plusieurs activités, mais son activité principale, c'est la génération énergétique. J'aime pas dire production électrique parce que on produit pas l'énergie, on transforme l'énergie. T'es dans le détail là encore. Ouais, voilà, mais parce que c'est peut-être de la sémantique, mais c'est super important. D'ailleurs, tu as Jean Covici qui l'explique très bien, et c'est vrai, on crée pas de l'énergie, on transforme l'énergie quoi, en électricité par la suite. De la même manière que l'hydrogène, c'est pas c'est un vecteur énergétique et pas une source d'énergie. On rentre encore dans le détail. On voit là la discipline. Du coup, si tu t'appelles EDF ou Total, que tu dois aller puiser, prendre du pétrole, faire des recherches, etc., forcément, tu vas être beaucoup plus de temps à être rentable qu'un solopreneur, un infopreneur qui a des charges plus faibles, etc. Là, par exemple, sur WeProd Studio, ça demande quand même un certain investissement, que ce soit tout le matos audiovisuel, la location, payer les personnes avec qui on travaille, etc. Donc, moi, j'estimais, quand on a fait le business plan, qu'entre 6 mois et 1 an, on pouvait être déjà fixé sur est-ce que ça marche pas. D'accord. Aujourd'hui, on est fixé en 4 mois. Donc, on sait que ça marche. Donc, tant mieux. Mais c'était un objectif de 6 mois à 1 an. Alors après, ça marche, mais peut-être qu'à la fin de l'année, on se rendra compte qu'au final, ça ne marche pas. Donc il faut quand même avoir... C'est comme les gens qui te disent « Ah ben la bourse, cette année, elle a fait plus 20%. J'ai fait plus 20% en bourse, c'est bon, je suis un grand investisseur, je vais faire plus 20% tous les ans. » Non. Plus tu vas avoir des échéances de temps longues, plus tu vas pouvoir affiner, parce que tu vas moyenniser, en fait, et plus ce sera fiable. Donc là, évidemment, au bout de quelques mois, c'est jamais très fiable, mais tu sais que tu as quand même une tendance. Tu as quelque chose qui est là. Voilà, tu vois qu'il y a du potentiel. Et quand on regarde les comptes, ça fait ça. Donc c'est une tendance qui est haussière. Le nombre de clients augmente, le panier moyen augmente, la fréquence d'utilisation augmente, le taux de remplissage augmente, les charges sont plus ou moins stabilisées. Donc c'est tout un tas d'indicateurs qui te disent que, ok, a priori, ça peut fonctionner. Donc c'est pas qu'un indicateur, c'est une suite d'indicateurs qui vont faire que. Mais voilà, généralement, moi, c'est plutôt se projeter sur 6 mois, 1 an, et te dire, maintenant, on peut mal les boucher double parce que, a priori, ça fonctionne. Maintenant, si tu es dans l'infoprenariat, au bout de quelques mois, tu le vois, si ça peut marcher ou pas, et si ça te plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui peut marcher, si ça te plaît pas, ça sert à rien de le faire. C'est clair. Moi, je pense qu'il faut... Enfin, ma vision, elle est un peu plus longue. Je trouve que sur des périodes aussi courtes, tu as justement une tendance. Tu vois, sur quelques mois, tu vas avoir une tendance. Est-ce que ça prend ou pas? Donc, tu le vois tout de suite si ça fonctionne pas. Mais des fois, il faut t'obstiner un petit peu. Et je trouve que voilà, sur 2-3 ans, tu as une idée un peu plus précise déjà de ton activité, de voir si effectivement ça peut être pérenne, je sais pas comment on dit, mais ça peut durer en tout cas. Et je trouve que c'est important d'avoir ce recul-là parce qu'aujourd'hui, les gens veulent tout et tout de suite. Tu le vois dans l'investissement IMO, les gens, ils se lancent, ils veulent déjà vivre de l'immobilier. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil pour le côté financier, c'est pareil pour tout. Enfin, dans l'entrepreneuriat, tu es obligé quand même d'avoir un recul pour voir que ta boîte, le chiffre d'affaires, le bénéfice que tu fais, il est constant ou en progression en tout cas, et qui ne diminue pas et que c'est quelque chose qui peut te correspondre.
Donc je trouve que c'est important quand même d'avoir un peu de recul et cette maturité dans la boîte en tout cas, et de te dire voilà, effectivement j'ai toujours les mêmes charges, mais par contre mon volume augmente par rapport à mon taux de remplissage. Donc je pense qu'il faut avoir une vision un peu... Ouais, du coup je complète effectivement ce que j'aurais dû rajouter d'autres choses, c'est que évidemment plus l'échéance de temps sera longue, mieux ce sera. Et après, il y a plusieurs indicateurs. C'est-à-dire que tu vas avoir un indicateur financier où tu te dis ça prend, financièrement c'est bon. Par contre, tu peux très bien avoir une boîte qui fait pas de chiffre ou qui est pas rentable. Ça veut pas dire pour autant qu'elle va pas marcher. Moi, je te donne un exemple. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Peanut. Ouais. Mais pour autant, je savais que le projet était viable. Parce que le nombre d'abonnés augmentait et que le plan que j'avais mis en place était suivi plus ou moins à la lettre, quoi. Donc je savais que par la suite, si je lançais des activités de formation ou de gestion de patrimoine, il y allait avoir de la demande parce que j'avais suffisamment qualifié les personnes qui me suivaient. Donc tu vas voir qu'il n'y a pas que les indicateurs financiers, évidemment, parce que tu peux avoir une boîte qui n'est pas rentable, en tout cas les premières années, mais qui a vocation à l'être parce que le plan que tu as mis en place se déroule comme prévu, quoi. Parce qu'il y a des structures derrière, et c'est pour ça que c'est important, des fois, comme tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs structures, mais au final, entre elles ont des points, je veux Des dire, synergies, ouais, des synergies, et du coup, c'est ça qui va te permettre d'évoluer et puis de te bâtir, en tout Bien cas, sûr, ouais. ce que tu veux créer. Mais c'est important de pas trop se disperser, de rester toujours dans des branches où il peut Ouais. y avoir des synergies, Ouais, parce après, que là, ta vision était magnifique. En fait, tu t'es dit, je crée ma chaîne, et après, ça va ramener sur mes autres structures du monde, et ça a été le cas. Ouais, totalement. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un plan. Ouais. Je pense que tu as eu ce plan-là. Ouais, Des ouais, fois, tu fais pas exprès, mais il y a des fois où tu anticipes et tu as une vision plus long terme. Et moi, c'est ce que j'encourage à avoir. Les gens, des fois, ils ont des visions trop restrictives. Tu vois, les durées sont trop courtes. Alors que quand tu as une vision plus globale et sur du long terme, bah, tu peux faire des choses plus grandes totalement. parce que tu anticipes. Tu vois, moi, dans l'immobilier, c'est pareil. J'ai ma structure de formation et d'accompagnement, mais à côté, j'ai ma boîte de courtage. J'ai aussi une boîte dans laquelle j'ai des parts pour les travaux. Enfin, tu vois, tout est lié à l'immobilier, mais c'est cohérent. Tu te lances pas dans n'importe quoi. Bien sûr. Après, dans le cadre de diversification, tu peux faire d'autres choses. Comme tu disais, voilà, les opportunités sont grandes. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est intéressant. Oui, totalement. Bah après, voilà, c'est sûr que quand tu te disperses, après, tu vas avoir plus de mal à développer, sauf si tu es bien entouré. Et c'est très, 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 très dur. Ouais. Mais oui, et par rapport à l'activité, comme je te le disais, c'est que là, on voit que ça prend, mais pour autant, on n'est toujours pas rentable dans le sens où il y a quand même toujours un gros déficit à éponger, quoi. Ouais. Mais c'est le cas de beaucoup de structures. Après, c'est pareil, quand tu veux te diversifier, il faut avoir des associés. C'est pour ça qu'en avant, je te posais la question par rapport aux associés. Tu es obligé de compter sur des gens qui vont pouvoir te permettre de développer d'autres activités tout seul. Au bout d'un moment, c'est comme dans l'investissement immobilier. Tu ne peux pas non plus atteindre des sommets vraiment très élevés si tes ambitions sont élevées. Tu es obligé de passer par t'associer, par de Mais si tu es tout l'association. seul, oui, c'est sûr que Ouais. tu vas vite être limité. Parce que sinon, on le voit aujourd'hui avec le taux d'endettement, avec les choses comme ça, les gens pensent que c'est pas possible. Si, c'est possible. Bien sûr. L'investissement immobilier, c'est illimité. Les gens comprennent pas ça, ils se disent non, mais c'est un menteur. Non, tu peux investir tant que tu as d'associés. Totalement. Bankable, tu peux investir. Mais par contre, il faut que tu trouves ces gens-là sur lesquels tu peux t'appuyer financièrement. Et c'est pareil dans une structure pro. Et inversement, en réalité, parce que ça pourrait, on pourrait se dire, ah, mais en fait, c'est qu'il veut profiter. Non, non, c'est-à-dire que toi, tu profites de sa capacité, mais lui aussi, il profite de ta capacité, et c'est des synergies qui sont mises en place, et dans une société, dans une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas t'associer avec quelqu'un parce que tu peux compter sur cette personne pour lancer d'autres activités, et cette personne, de la même chose, elle va soit acquérir de l'expérience, soit acquérir de nouvelles connaissances, soit également pouvoir développer d'autres activités, devenir bankable, etc. Ouais. etc. Donc en fait, c'est du donnant-donnant, on va dire. C'est pas que je viens pour prendre, c'est je vais prendre et je vais recevoir et je vais donner aussi. C'est une relation gagnant-gagnant. Exactement. C'est comme entre la banque et toi, c'est pareil. Totalement. Entre deux associés, tout le monde doit être gagnant. Et c'est comme ça que l'association monte. Et de toute façon, comme tu disais, il n'y a pas d'intérêt de t'associer avec quelqu'un qui a les mêmes compétences que toi. Ah bah, ouais. Sinon, ça ne fait pas évoluer l'association. Donc, le but, c'est vraiment sûr. d'avoir des synergies qui sont un peu différentes pour pouvoir faire monter l'entreprise. Exactement. On va rentrer un peu plus dans le concret. Toi, tu as investi aujourd'hui d'un point de vue financier. Quels sont les investissements que tu fais et pourquoi avoir choisi cette stratégie-là? Alors moi j'ai un profil, comme je le répète, financier, c'est-à-dire que j'adore investir en bourse.
Donc, à titre personnel, j'ai des investissements en bourse, donc PEA, compte titre, assurance vie, je préfère éviter parce que généralement, l'assurance vie, surtout quand on est jeune, l'intérêt, il est quand même minime. Ouais. Parce que de toute façon, tant que tu n'as pas rempli au moins ton PEA, pourquoi faire de l'assurance vie, quoi surtout quand tu es jeune, tu n'as pas non plus généralement un gros patrimoine financier à transmettre parce que tu ne vas pas foutre de l'immobilier sauf si c'est des SCPI dans ton assurance vie. Et il faut bien analyser les SCPI. Ouais, je suis d'accord avec ça. PER aussi, ça permet aussi au niveau impôt d'optimiser. Crowdfunding, je fais pas mal de crowdfunding. Crypto-monnaie, évidemment. Et de l'immobilier. Aussi. Et sur si on parle juste PEA ou bourse, quelle est ta façon d'investir et comment tu fais et pourquoi faire ça? Moi, je pars du principe que alors, ça peut être paradoxal pour beaucoup de personnes dans le sens où souvent on se dit il y a une martingale, il y a une baguette magique et il faut chercher cette baguette magique et souvent c'est dans la complexité. Non, en réalité, c'est beaucoup plus dur de faire simple, mais pas simpliste, attention. Ouais. C'est beaucoup plus dur de faire simple que difficile. Et en fait, c'est bien plus efficace bien souvent, tant d'un point de vue pécuniaire que d'un point de vue temporel, on va dire. Donc moi, j'ai plutôt une approche de il ne faut pas que je passe de temps à me faire chier avec l'investissement en bourse. Moi, quand j'investis en bourse, ça me prend grand max 2 minutes par mois. Si ça me prend plus, c'est que je fais quelque chose de mal. De base. Ok. Les personnes qui... Attention, j'adore faire de l'analyse de compte de résultats, de bilan, trésorerie, cash flow, etc. Ouais. Ça me passionne, j'adore ça. Analyser les boîtes, etc. Par contre, je ne le fais pas pour mes investissements. T'imagines le temps que je devrais passer à faire ça? Tu fais plus rien. Les professionnels, ils font ça à longueur de journée. Et pourtant, quand tu regardes les statistiques, les études Spiva, par exemple, de Standard & Poor's, tu te rends compte qu'au bout de 20 ans, 97% des investisseurs professionnels qui sont payés des millions, parce que sur 20 ans, ils sont payés des millions, les mecs, ils ne sont pas capables de battre le marché. Donc, ils n'arrivent pas à faire au moins pareil comme le marché. Je ne te demande même pas de faire mieux que le marché. Ouais, de faire pareil. Pareil. 97% n'arrivent pas. Donc, il te reste 3% qui soit font pareil, soit font mieux et légèrement mieux. Alors, on va te donner l'exemple. Oui, mais il y a Warren Buffett, Lynch, etc. D'accord? L'exception ne déroge pas à la règle. Ouais. La règle, c'est que 97% des investisseurs professionnels n'arrivent pas à battre le marché. Ne parlons même pas des particuliers. Quand tu regardes les études, la moyenne de performance des particuliers, c'est entre 3 et 4%, alors que le marché, en moyenne, il fait 7%. Donc je me dis, si je passe du temps et pour avoir des performances de merde, c'est que, tu vois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, si tu passes du temps et tu mets 10 heures à faire quelque chose, et moi j'en mets 2 à faire la même chose, il y a un problème. Mais là, c'est pareil pour les investissements, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. De manière générale, je privilégie les investissements passifs, les plus rentables. Tu vises quoi justement en rentabilité? Alors moi aujourd'hui, quand je prends en globalité mon portefeuille, et on peut même l'afficher, je t'enverrai une capture d'écran si tu veux. En globalité, et j'utilise Portfolio Performance pour traquer, en fait, super bien. Quand je prends les cryptos, donc ça fait quand même pousser à la hausse, les cryptos en moyenne, forcément, quand tu as des performances de 150%. Surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, forcément, ça fait monter ton portefeuille. Et donc, la performance que j'ai aujourd'hui, elle est même moi, des fois, je me dis, attends, c'est un Ponzi, le truc. Donc, quand je prends bourse, crypto, le PER, etc. Et en plus, moi, j'ai des investissements qui sont très, très risqués parce que j'utilise des ETF effet de levier. Ce que je recommande à personne. Je ne recommande à personne de le faire. Mais moi, je le fais parce que c'est mon appétence au risque et en fait, ça me fait pas peur. Enfin, je dors très bien. Si tu n'arrives pas à dormir quand tu investis, n'investis pas ou change tes investissements de manière générale. Moi, il y a un profil de toute façon, je pense, investisseur à définir avant de commencer pour savoir un petit peu quel style d'investisseur tu es. Il y a des personnes, avoir 1000 € en bourse, ça leur fait peur. N'investis pas en bourse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu es mieux avec de l'immobilier ou avec autre chose, et ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins risqué, il y a de l'immobilier très risqué, moins risqué, mais n'investis pas en bourse. C'est juste parce que c'est volatile, que c'est coté en bourse, donc tu vois les fluctuations. Mais l'immobilier, si tu avais une cotation en direct, tu verrais que ça fait ça aussi. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Et donc, les performances, j'arrive à obtenir par an entre 15 et 17%
selon les périodes du Bitcoin notamment qui Ouais. vient impacter la performance du portefeuille. Mais même moi, des fois, je me dis, attends, il y a un problème là, c'est un Ponzi le truc. Mais en fait, après, quand tu recontextualises, je prends aussi énormément de risques. Je suis exposé à des classes d'actifs très risquées, donc potentiellement aussi très performantes, de la même manière que quand tu fais du private equity, tu peux faire du fois 200, fois 300, fois 400. Ça ne veut pas dire que c'est un Ponzi, simplement que sur 100 entreprises dans lesquelles tu as mis des billes, il n'y en a qu'une qui est sortie Ouais. gagnante, quoi. Et tu sais, si tu isoles, si tu enlèves la crypto du portefeuille, quelles sont les performances que tu as? Comme je te dis, comme j'ai des ETF effets de levier, forcément ça décuple, Ouais. mais ça décuple aussi Oui, à la à la baisse. baisse. Ouais. Et comme le marché globalement il est quand même haussier sur le long terme, je dois être aux alentours, quand j'avais isolé, que j'avais pas pris le Bitcoin, j'étais plus aux alentours de 9 à 10%. Ouais, ce qui est déjà Ce pas qui est mal. déjà énorme. Ouais. C'est-à-dire que tu fais 72 divisé par 10, donc ça fait environ tous les 7 ans, tu multiplies par 2 Ton ton investissement de départ. investissement. Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais, et franchement, je suis super content. Et même mieux, Céline, j'investis pour Céline, elle a des meilleures performances que moi. Ok. Et Donc toujours sur du risqué ou? ouais, pareil, le même Ouais. profil de risque. D'accord. Comme elle est jeune aussi, donc on se pose pas forcément de questions. Et puis encore une fois, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre Ouais. Ouais, de c'est base. important de le Donc souligner. c'est livret A déjà au max, LDDS au max. Comme ça te fait quand même au moins réserve. 30 000 et quelques de côté si jamais il y a un problème. Les aléas de la vie, ça arrive. Et tout le reste, après... Après, on a un profil quand même qui est assez différent dans le sens où, comme on est entrepreneur, on ne se paye pas de l'année. Ouais. Et c'est à la fin de l'année, on se paye avec le bénéfice. Donc, tu es obligé quand même d'avoir plus que le livret A et le LDDS pour survivre, manger, se loger, etc. Bien sûr. Tout, en fait, tout ce que tu gagnes aujourd'hui dans tes sociétés, tu le réinvestis systématiquement. Ouais. Ok. J'essaye d'investir le maximum. Que ce soit en bourse, donc ou dans le financier de manière générale, ou dans d'autres activités. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et après, je mange et je me loge, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que je vois dans l'immobilier, tu vois, c'est la même stratégie que j'utilise. Je me suis jamais versé 1 € par rapport au gain, par rapport au cash flow que tu peux avoir. J'ai toujours réinvesti pour en fait faire grossir. Je compare ça à une boule de neige. Ouais, effet Et boule plus de tu, neige. voilà, plus tu la fais grossir Mm. et plus tu gagnes de l'argent. Donc c'est pour ça que des fois, quand tu échanges avec des gens, alors moi c'est plus le côté immo que financier, même si je viens de la banque, mais quand tu échanges avec des gens qui te disent je suis rentier, ils ont 2, 3 biens. Alors bien entendu, tu peux gagner de l'argent, mais c'est trop restrictif. Encore une fois, c'est une vision un peu court-termiste, je trouve. Plus tu as une vision globale et sur du long terme, plus la boule elle va grossir et ça va devenir énorme. Disons qu'après, voilà, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui vont plus se concentrer sur le flux pour avoir des revenus et des personnes qui vont plus se concentrer sur le stock. Moi, je partage ton point de vue. J'ai plutôt une tendance à me concentrer sur le stock, c'est-à-dire faire grossir mon patrimoine dans un premier temps brut pour qu'après, faire une croissance en capital et qui devienne net évidemment. Et pas tant sur les flux. Évidemment, par la force des choses, quand tu crées une entreprise, si elle marche bien, tu as du flux. Mais c'est de le convertir rapidement en stock pour le faire grossir. Et après, par contre, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'essaye, et je pense que tu seras d'accord avec moi, quand je fais les investissements immobiliers, d'utiliser le moins possible mon argent. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu ne le mets pas dans l'immobilier. Alors après, si tu es obligé de faire de l'apport, etc., la question, elle ne se pose pas. Mais si tu peux financer au maximum, finance au maximum. Et si tu as de l'argent, pour moi, c'est en bourse, c'est dans les placements financiers, dans ta boîte, ce que tu veux, mais pas dans l'immobilier. Ouais, c'est clair. En fait, ce qui est intéressant avec l'IMO, c'est de pouvoir se servir de l'effet de levier du crédit. Donc, de ne pas utiliser tes fonds. Maintenant, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais tu as plein de techniques qui te permettent de te reconstituer ton épargne quand tu dois l'utiliser. Mais bien évidemment, tu vas essayer de garder tes fonds pour développer des sociétés, pour investir du point de vue financier, donc qui est ton point de vue. Et voilà, je conseille aux gens effectivement de multiplier les investissements et de diversifier leurs investissements et de ne pas avoir tout dans la même chose, parce que c'est comme ceux qui ont mis tout dans la crypto. Aujourd'hui, ils ont le sourire, mais il y a 1 an, ils l'avaient moins. Ouais, ils l'avaient moins. Donc, il faut faire attention à ça, il faut diversifier. Aujourd'hui, si on voit par rapport à tes activités, que ce soit l'entrepreneuriat, les placements que tu peux faire, tes passions, c'est quoi la répartition du temps entre toutes ces... Elle est mauvaise, la répartition. Ouais. 95% c'est l'entrepreneuriat. Ouais, peut-être que j'exagère. 80% c'est de l'entrepreneuriat. 15% c'est le sport.
Et les 5% restants, c'est pour moi et encore pour dormir, quoi. Ouais, donc ça laisse Non, peu très de mauvaise temps. répartition. Mais je m'en veux. Enfin, je m'en veux. Je suis pas insatisfait parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Mais je comprends que ça peut embêter mon entourage qui aurait besoin que je passe plus de temps avec. Et même moi, quand même, ça me ferait, je pense, aussi plaisir. Et c'est très difficile de faire cette balance aussi entre vie privée, vie professionnelle, passion, etc. Et je te le disais au début de la vidéo, c'est que moi, par exemple, mon grand malheur, entre guillemets, c'est de plus pouvoir passer de temps à lire suffisamment. Ouais, J'adore lire. Et aujourd'hui, avant, je lisais, comme je t'ai dit, mon record, c'était 5-6 livres par semaine. Après, je suis passé à 1 livre par semaine, et c'est déjà beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'arrive clairement plus à le faire. Si je fais 1 livre par mois, c'est... Waouh. et tu penses, enfin, comment tu pourrais gérer ça pour à l'avenir, malgré tes ambitions, que tu as envie de développer encore? Mhm. Comment tu pourrais gérer ça pour te dégager plus de temps à titre perso et avoir plus de temps dans tes passions, dans ce que tu aimes, dans Bah, la lecture? c'est difficile de répondre parce que si j'avais la réponse, je l'aurais déjà fait. Ouais, Ouais. Et c'est, comme on dit, les conseillers, celui qui conseille ne paye pas. Donc, je pourrais c'est demander dur. conseil, mais est-ce qu'après je l'appliquerai, C'est une autre question. ouais, c'est une autre question. Mais je sais pas. Voilà, si tu as la réponse, je veux bien l'avoir. Bah, justement, non, je l'ai pas. C'est pour ça que je t'ai en fait, le but d'échanger avec, un maximum d'entrepreneurs, c'est aussi de trouver ces réponses-là. C'est vrai qu'il y en a qui se mettent des routines, tu sais, journalières. Ils se disent: «Bah, voilà, moi, dans la journée, je me consacre un peu à la lecture quand je me réveille, après le sport, Mm. après le travail, après la sieste l'après-midi, après le soir, je coupe». Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire et des fois, je m'en veux aussi parce qu'en plus, j'ai des enfants, donc je me dis: «Je passe pas assez de temps avec eux». Mais tu es toujours confronté à te dire, en fait, la journée d'un entrepreneur, elle s'arrête jamais. Ouais, Donc des fois, je le vois et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je commence à me dire: «Attends, faut couper». Tu arrives, il est 19-20 heures, je pourrais continuer jusqu'à, 3 heures du matin, j'aurais toujours pas fini ma ah, journée. mais pareil. Donc au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, vas-y, stop et on verra demain, il fera jour et il se passera d'autres Mm. choses». Mais si tu coupes pas, tu peux continuer non-stop. Ah ouais, c'est horrible. Bah, pour ça, heureusement que j'ai Céline. Parce que Ouais, tu vois, quand on est au bureau, plusieurs fois, ça nous est arrivé de partir à 22h, 22h30. Et en fait, elle me dit, bon, ben, on rentre. Et des fois, quand elle est partie, des fois, elle vient sur Paris. Parce que nous, on est dans le sud, donc on est à ouais, Aix-en-Provence. Et ça lui est arrivé de venir sur Paris pour le mannequinat, vu qu'elle fait du mannequinat. Et je me suis retrouvé seul. Et en fait, je regarde l'heure, je me dis, putain, il est déjà minuit. Il faudrait peut-être que je rentre, que je mange, que je me douche. ouais, Et en fait, heureusement qu'elle est là pour couper. Et le gros avantage qu'elle a aussi, c'est que elle a une plus grande capacité que moi, en tout cas, à se dire, bon, là, on coupe les téléphones, stop. on Donc, arrête. bah, peut-être que c'est la solution. Ouais, il va falloir voir. Et du coup, c'est quoi les projets pour l'avenir? C'est quoi tes projets, tant sur le point entrepreneuriat que, sur l'investissement IMO? Est-ce que tu as, d'autres projets? Est-ce que, d'un point de vue perso, enfin, c'est quoi les objectifs, de l'année 2024? Objectif de l'année 2024, Même si on a bien avancé déjà. ouais, on a bien avancé. Pour moi, 2024, je rentrerai pas dans le détail, mais c'est une année extrêmement mouvementée. D'accord. Très, très, très mouvementé. J'ai plein de. Après, ouais, j'essaie de relativiser parce que ma mère m'a toujours dit il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins bien. Donc ne l'oublie pas. C'est-à-dire, il y a des gens effectivement qui sont mieux que toi, mais n'oublie pas qu'il y a quand même plein de gens qui sont moins bien que toi. Donc ne te plains pas. Donc ouais, j'essaie quand même de relativiser, mais quand ça te tombe tout d'un coup comme ça, c'est toujours très dur d'emmagasiner. Donc moi, 2024, c'est une année qui est très, 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 très difficile. En tout cas, elle a très mal commencé. Mais ouais, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'essaye de relativiser et de toute façon, comme on dit, pour réussir, il faut qu'il y ait des échecs. Ouais, bien sûr. Donc, bon, il y a toujours des échecs, mais là, c'est vrai que c'est une suite de mauvaises nouvelles qui font que c'est très dur pour moi. J'essaye de pas forcément me plaindre et j'en parle à personne, hein, hormis Céline qui est du coup, ben, comme on disait, heureusement qu'elle est là pour pouvoir Ouais. malheureusement emmagasiner un petit peu tout ce stress et ces craintes, etc. Déjà que ça s'arrange, j'espère que Ouais, ça va s'arranger de plus en plus, que les différentes activités, voilà, le but c'est de les développer. Et moi, vraiment, mon principal objectif aujourd'hui, c'est avec Céline, on a aussi plein de projets, voilà, on veut pouvoir les mener à bien. Et ça, c'est le gros objectif.
D'un point de vue personnel, c'est trouver plus de temps aussi pour pouvoir, pour nous. Parce que en fait, on travaille ensemble, on se dit, mais en fait, on s'est pas vu de la journée. On est à Ouais, t'as côté, on se rien voit pas de la fait. journée. Donc j'aimerais qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Et après, à terme, peut-être qu'on restera pas en France. D'accord. Ouais. Un objectif, partir en Europe ou... Partir en tout cas de France, de cet enfer fiscal et enfer entrepreneurial, parce qu'en France, t'es mal vu de toute façon quand tu entreprends et que tu gagnes de l'argent. Et puis après, pour je sais pas encore quel pays, hein, on n'a pas forcément réfléchi sur le sujet. Et tout ce qui est investissement, continuer à développer nos investissements, le patrimoine, les boîtes, etc., etc. L'immobilier, c'est pas mon objectif principal. S'il y a D'accord. des opportunités, je le ferai. Ouais. Mais pour moi, l'immobilier, en tout cas pour moi, je le vois plus comme quelque chose une opportunité. S'il y a l'opportunité, tant mieux. Mais je vais pas être dans une démarche proactive de chercher un bien, investir, etc. Voilà. Ok. Mais s'il y a l'opportunité, je le ferai, comme je l'ai fait pour les précédents biens. T'es plus dans le business que dans l'immo. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est un profil qui est, Ouais, qui est- chacun qui est son profil. différent. Ok. Si tu avais un mot ou une phrase, enfin quelque chose que tu pourrais dire aux gens qui veulent se lancer, on va parler de plus d'entrepreneuriat du coup, parce que c'est plus Mhm. ton domaine. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? Bon, la citation que j'adore, alors bon, il y a celle que je donne sur la chaîne, c'est la différence entre ce que tu es et ce que tu aides réside dans ce que tu fais, qui est très bien aussi. Mais une que j'affectionne particulièrement, c'est ne pas confondre rêver sa vie, vivre ses rêves. D'accord. Bien souvent, on rêve sa vie, mais on vit pas ses rêves. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on passe pas à l'action. Et c'est je ferais ça si j'avais su. Et après, on se retrouve au bout de quelques années, on se retourne, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup de gens qui te disent des fois, ah, tu vis à 100 l'heure, enfin la vie c'est pas une course. Enfin moi ça m'arrive beaucoup qu'on me dise ça. La vie c'est pas une course, profite, c'est plus un marathon. Ah ouais, pleine forme, on Mais le dit aussi. enfin moi je veux pas avoir de regrets, je veux que le jour où je parte, je me dise bah voilà j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire et il me manque rien, j'ai coché toutes les cases. Et voilà tu vois là récemment j'ai pris l'avion, j'ai 40 ans, je me suis payé pour la première fois de ma vie une classe business. J'avais envie de le faire. Je me suis dit bah voilà je me fais un Alors, petit kiff. l'expérience? Ouais, magnifique. Ouais. Magnifique. Franchement, si tu peux voyager en avion, enfin, si je devais voyager aujourd'hui, je pourrais le faire. Après, c'est pas une question aussi que de pouvoir, c'est une question de te dire, est-ce que ça vaut vraiment l'argent que tu mets? Mm. Et puis voilà, c'est difficile quand tu voyages en famille, on est 5, de prendre 5 places business, l'expérience est incroyable et c'est vrai que quand tu aimes voyager, c'est un plaisir, c'est un kiff. Et voilà, moi je pense qu'il faut vivre. Enfin, l'argent c'est fait pour vivre des expériences. Bien sûr. Si c'est pas une finalité, on l'entend beaucoup, mais c'est la réalité, c'est que l'argent c'est bien, mais ça doit te servir à faire quelque chose. C'est un moyen, c'est pas une fin, exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que quand on dit, tu vois, c'est pareil, je dois avoir la même répartition que toi, bon, un petit peu, je dois être à 80% de travail et puis le reste de profit ou de temps passé, voilà, avec les enfants, le sport. Mais c'est pas assez en réalité, donc je sais pas quelle est la formule miracle, mais on doit pouvoir se dégager plus de temps parce que ce qu'on fait, ce qu'on met en place, ça doit nous servir à vivre ces expériences-là. Et au final, tu le vois même quand tu pars en vacances, je sais pas si ça te le fait quand tu fais un break. Je pars pas en vacances. D'accord. Mais moi, je le vois, tu vois, aujourd'hui, je pars avec les enfants, par exemple l'été, bah, tu as la moitié des vacances, voire les 3/4 des vacances, où tu arrives pas à te mettre dans un rythme de pause parce que de toute façon, tu travailles tout le temps. Et du coup, tu n'arrives pas à stopper. Et c'est genre les derniers moments, les derniers 10% de ton temps que tu vas profiter parce que tu as réussi à décompresser et à comprendre que tu étais en pause. Mm. Mais c'est un peu difficile, je trouve. Ouais. Et ça, voilà, c'est quelque chose que il faut réussir effectivement à décompresser et à se mettre du temps pour soi. Ouais. Sinon, je pense que c'est le meilleur moyen d'exploser. Ah bah c'est clair. Donc, le conseil que tu pourrais donner, hormis la phrase, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner? Du coup, de décompresser. Mais bon, Ouais. je sais pas le faire, donc je vais pas conseiller des choses que je maîtrise pas. Par contre, c'est vraiment d'avoir... En tout cas, moi, mon approche, c'est d'avoir une volonté d'apprendre. Ok. Vraiment. De comprendre comment le monde fonctionne pour pouvoir réfléchir, etc. Et de foncer. Enfin, vraiment, ouais. T'as plusieurs profils, tu sais, t'as toujours le profil de la personne qui va être plus posée dans la réflexion, etc., qui a plein d'avantages, Et qui a du mal à passer à l'action. et qui a plein d'inconvénients, c'est que tu es condamné à l'immobilisme. Ouais.
c'est bien, réfléchis. Mais pendant que comme on dit, vaut mieux un con qui avance qu'un réfléchi qui pense, quoi. Ouais. Donc, parfois, il faut accepter d'être con, entre guillemets, être Elon Musk, du coup, moins réfléchir. Attention, c'est pas dire qu'il faut se lancer la tête baissée, dire il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Sûr. Mais se dire, attends, au bout d'un moment, accepte le risque, essaye de le mesurer. De toute façon, la vie, même s'il faut être dans l'anticipation, tu ne peux pas tout anticiper. Demain, tu sors, là, on sort de la tour, on peut avoir un accident, il y a un terroriste, c'est pas peut-être la meilleure mais idée. Il se passe quelque chose. Il y a un accident de voiture, on te force dessus, tu l'avais anticipé. Non. Par contre, tu peux te mettre un casque, une armure, ce que tu veux pour essayer de pas avoir d'accident. Pour autant, ça va pas améliorer ta vie. Donc, accepte qu'il y ait du risque, accepte qu'il faille passer à l'action, et puis tu vas faire aussi un petit peu au jour le jour. Même si quand même l'entrepreneur est censé anticiper et planifier, et tu peux pas tout planifier, tu peux pas tout anticiper. Arrête de trop réfléchir, de trop penser, et fonce. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Foncez et passez à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera jamais rien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci en tout cas, Mathieu. Avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Allez, à très vite.